Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Point de vue. Au sommaire de cette émission, les carburants, leur prix, la grogne qui s'installe et les annonces d'Emmanuel Macron ce matin. Alors des mesures suffisantes ou au contraire dérisoires, vous vous prononcez en répondant à notre question du jour et nous en parlons dans un instant sur ce plateau. Dans l'actualité aussi, évidemment, les élections aux États-Unis. Le scrutin, c'est aujourd'hui, mais cette campagne des midterms qui a exacerbé les tensions laissera-t-elle des traces ? Les deux camps se sont déchirés jusqu'à un point de non-retour pour la société américaine. C'est une question. Nous verrons cela. Enfin, nous parlerons de Asia Bibi, cette Pakistanaise chrétienne qui vient d'être acquittée après avoir été condamnée à mort pour blasphème. Acquittée, mais elle reste en prison au Pakistan. La communauté internationale et en particulier la France doivent-elles se mobiliser davantage pour la faire libérer ? On va en parler. Bonjour Zora Habitant, merci de nous avoir rejoints, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous avez milité au Parti Socialiste, vous avez été la porte-parole de Manuel Valls lors de la primaire en 2011 et aujourd'hui vous avez rejoint l'UDI. C'est bien ça ? Non, pas ça, totalement. Non, ça c'est une information qui... C'est erroné, alors vous faites bien de la rectifier tout de suite. Ça c'est les joies du net qui n'effacent absolument rien. Mais bon, écoutez, j'ai pas le pouvoir. Vous êtes présenté comme étant dans le contre-gouvernement. Non, Borloo avait créé l'UDI en 2012. Et j'avais rejoint l'UDI avec Borloo en 2012 et lorsque c'est passé entre les mains de Jean-Christophe Lagarde... C'est une affaire ancienne. D'accord, en tout cas vous tenez, ça c'est sur un blog. Oui, j'écris beaucoup et puis je suis grande gueule sur RMC. Et vous êtes grande gueule sur RMC. Et vous avez enfin écrit un ouvrage qui s'appelle « Cette gauche qui nous désintègre » où il est question d'émigration. Bonjour Carole Barjon. Bonjour. Vous êtes bien chef du service politique de l'Obs. A priori, ça c'est bon. Et vous étiez un peu écarté des champs de la politique en écrivant. Mais qui sont les assassins de l'école ? C'est paru chez Robert Laffont en 2016. Oui, absolument. Bonjour Olivier Duhamel. Bonjour. Vous êtes toujours juriste, politologue, animateur de Mediapolis le samedi sur Europe 1. Et j'ajoute d'une émission le jeudi, toujours sur Europe, qui parle de la naissance de la Ve République en 8 épisodes. Ce qu'ils appellent un podcast actif. Dans ce vocabulaire incompréhensible. Avant, c'était podcast natif, c'était encore pire. C'est une série radiophonique, pour parler simple. Avec des archives, pas mal d'archives. Voilà. C'est ça. Et bonjour Alexis Brézé, directeur des rédactions du Figaro. Bonjour Marie-Amélie. Alors, on va parler tout de suite de ce chèque énergie pour que les Français modestes puissent se chauffer, de cette aide pour ceux qui font plus de 30 km en voiture pour aller travailler. Pas sûr que les mesures annoncées ce matin par Emmanuel Macron soient de nature à calmer les gilets jaunes. On va voir tout de suite ce que vous en pensez. Mais on écoute d'abord le président de la République. C'était ce matin sur Europe 1. L'interview avait été enregistrée hier soir. Et on l'écoute tout de suite. D'abord, les gens très modestes, pour se chauffer, quand ils ne peuvent pas changer de chaudière, qu'ils n'ont pas d'autres options. Il faut qu'on regarde là comment améliorer le chèque énergie, parce qu'on ne peut pas laisser des gens, alors que l'hiver commence, dans une situation où leur pouvoir d'achat ne leur permet pas de se chauffer dignement. Donc ça, c'est nouveau. Et puis, l'autre situation que j'entends, ce sont nos concitoyens qui, tous les jours, prennent la voiture pour aller travailler. Il faut que là, on est sur le mode un peu, la philosophie, c'est un peu l'indemnité kilométrique. Il faut travailler avec les collectivités locales, les employeurs, intelligemment, pour aider ces gens-là. Carole Barjon, le ton du président, volontairement proche des gens de ça, les mesures, elles sont à la hauteur de la grogne ? Je ne crois pas, parce que d'abord, je pense que ça intervient tard. C'est-à-dire qu'on a laissé, au fond, monter un mouvement depuis maintenant assez longtemps, puisque cette manifestation du 17 novembre a quand même été annoncée il y a un moment. On sait par ailleurs qu'il y a un problème, en tout cas il y a un ressenti des Français sur leur pouvoir d'achat, malgré ce que peut leur raconter le gouvernement sur la baisse de la taxe d'habitation, mais qui ne voit pas encore venir. Et par ailleurs, c'est vrai que c'est un sujet extrêmement sensible, dont on peut penser que ça prend des proportions exagérées, parce que c'est vrai que les Français ont peut-être un rapport à la bagnole particulier en France, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des Français qui ne peuvent pas se passer de voiture en province pour aller travailler. Donc, je pense qu'il y a peut-être une sous-estimation de ce mouvement. Peut-être qu'on aurait pu s'en saisir un peu avant, et là on a l'impression qu'on prend des mesures en catastrophe qui ont tout l'air un peu d'une usine à gaz, parce qu'au fond on va proposer des défiscalisations, une réduction, enfin une augmentation du chèque énergie. Déjà sur l'annonce elle-même, Olivier Duhamel, Carole nous disait pas vu venir, sous-estimé. Nous sommes dans une période pour Emmanuel Macron
où quoi qu'il dise et quoi qu'il fasse, c'est trop tôt, c'est trop tard, c'est pas assez, c'est trop, c'est compliqué. Ça va être d'ailleurs illustré sur ce plateau où tout le monde va tenir à peu près les mêmes propos. Donc pour ne pas en rajouter un quatrième, je passe. Comme défense, on a connu plus énergique. Alors Alexis, vous allez prendre la défense Je ne voudrais pas décevoir Emmanuel. Non mais c'est les shadows ce truc. On crée des taxes et après on invente des subventions pour compenser les taxes. C'est absurde. Enfin, il y a quand même une espèce d'absurdité que chacun peut mesurer. Et on tient un discours viril, mâle, d'effort, écologique. Nous avons décidé et ça ne bougera pas et on ne changera pas parce qu'il faut le bien de la planète l'exige. Et puis après on finit par dire c'est pas nous, excusez-moi, mais c'est pas moi, c'est pas Bibi. Le carburant, c'est pas Bibi. C'est vraiment l'illustration de ce que j'allais dire. C'est-à-dire, si Macron n'avait rien dit, il est vraiment pas à l'écoute des Français. Il n'entend pas, il ne comprend pas qu'il y a des gens. Les deux sont vrais. Et alors il prend quelque chose et dit mais ça, les deux sont vrais. C'est bien parce que de toute façon, blanc c'est vrai, noir c'est vrai. Il peut écouter à temps. Mais c'est parce qu'il n'a rien entendu qu'il est obligé à procéder à ces contorsions absurdes où il vient nous dire à la radio « j'aime la voiture ». Mais on ne lui demande pas s'il aime la voiture. Il regrette même de ne pas conduire assez. La banalité du Macron bashing est consternante. Attendez, mais vous trouvez que c'est intéressant de dire « j'aime la voiture ». Les gens se disent « mais il aime les taxes ». Il dit pas ça, il est loin des Français, il est arrogant, il ne comprend pas. Les Français, eux, vous ils aiment la pensez que les Français, c'est grotesque. Mais vous pensez sérieusement que c'est estimer et témoigner le respect qu'on doit aux Français en leur disant « moi je suis comme vous, j'aime la bagnole ». Enfin, les Français ne sont pas si cons. C'est ni l'un ni l'autre. Il est en train de discuter dans une déambulation, dans une balade, dans un petit bain de foule. Il déambule face à Nikos Aliagas, il dit « moi j'aime la bagnole ». Ben non, on s'en fout. Oui, c'est pas comme Pompidou. Il l'ajoute. Zora Bitan, votre tour. C'est la bagnole, il ne faut pas y toucher. Non, mais je crois qu'il y a quelque chose d'indéniable. On ne peut pas tout imputer à Macron, mais on peut lui imputer un certain nombre de choses. C'est que la grogne des Français, elle est réelle. C'est une addition et une superposition d'éléments factuels qui sont l'addition dans le porte-monnaie, qui sont le pouvoir d'achat. Maintenant, quand il parle de solutions de chèque énergie, les centres communaux d'action sociale dans lesquels je travaille délivrent chaque année des chèques énergie aux gens qui ont un quotient qui leur permet de bénéficier de cela. Donc il invente quelque part une espèce de sortie de secours pour quelque chose, pour une grogne qu'il... finalement, il dit qu'il faut en faire plus. Elle est légitime, la grogne, c'est évident. Il dit je ne veux pas taxer le travail. Mais quand votre voiture, c'est votre outil de travail, forcément vous le taxez. C'est obligatoire. Non, mais j'entends bien, mais les chèques énergie, il a dit sur les chèques énergie, si j'ai bien entendu, qu'il fallait en faire davantage. Vous dites ça existe déjà. Ça existe. Juste avant, Alexis a dit usine à glace de rien du tout. Donc votre truc qui existe, c'est une usine à gaz alors? Non, il existe. C'est pas une usine à gaz. Ce que je veux dire, c'est qu'il sort des jokers qui existent déjà. Donc ça veut dire que la grogne, pour la calmer, il sort des dispositifs qui existent déjà. Donc ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il avoue, par la surenchère de propositions qu'il est en train de faire, que c'est vrai que cette taxe des carburants plombe le panier des gens. Il entend, bien sûr, mais entendre, c'est pas suffisant. Ça fait 18 mois de gouvernement où, quand même, ça a été quand même empreint d'un comportement à l'égard des Français que, voilà, ça laisse des traces. Donc maintenant, il rame pour retrouver... Ça fait du bien de venir ici, ça donne envie de défendre Macron, ce qui m'était pas arrivé depuis longtemps, donc... Vous avez, Alexis, vous disiez, Olivier, vous souhaitiez répondre, et notamment, par exemple, le chèque, vous dites usine à gaz, c'est vrai que les Républicains ont proposé aussi quelque chose qui était un peu de la même nature. Ce qui est philosophiquement absurde. Après chaque dispositif, oui, il vaut mieux, si on peut limiter les conséquences d'un truc idiot, il vaut mieux limiter les conséquences d'un truc idiot. Mais ce qui est philosophiquement absurde, c'est d'augmenter les taxes pour ensuite inventer des dispositifs pour les compenser. Pour annuler les hausses de taxes. Et puis après, on va pas au même. C'est-à-dire qu'on prend à certains... Et franchement, dire aux gens, je préfère taxer la voiture que le travail, ça c'est un truc... C'est comme un aveuglement invraisemblable. Alexis, les gens ne prennent pas leur voiture tous les matins pour s'amuser à se promener. Polémique mise à part. Vous dites c'est absurde d'augmenter les taxes et après de mettre un mécanisme de compensation. On ne pouvait pas et on ne peut pas augmenter les taxes pour une partie seulement des Français. On était obligé d'avoir une mesure respectueuse du principe d'égalité devant la loi et d'augmenter pour tous. Après, si on considère que pour un groupe de gens particulièrement en difficulté, si on considère que, laissez-moi juste terminer par rapport à l'objection à son raisonnement, et sans polémique, c'est assez rare. Chez moi en tout cas et chez vous toujours, si donc
Après, on veut, pour certaines personnes pour lesquelles l'automobile est un moyen de transport absolument indispensable, leur prendre des mesures d'aide spécifiques, c'est pas forcément complètement absurde. C'est pas forcément. Ça ne marchera pas. Je vais dire pourquoi. Parce que quand vous allez vous situer juste un tout petit peu au-dessus de la tranche pour laquelle vous allez avoir droit et que quand même ça va imputer votre budget parce que vous êtes classe moyenne. Donc à la fin, les pigeons de l'histoire, à chaque fois, c'est la masse de classe moyenne. C'est-à-dire qu'on va aider ceux qui sont tout en bas, qui sont déjà aidés, et les autres, ils n'ont pas besoin. Ceux qui sont tout en bas n'ont pas de bagnole. Olivier, là, on nous a d'abord dit qu'il fallait augmenter les taxes pour sauver l'environnement. C'est une blague. Oui, déjà, ça, c'est une blague. C'est déjà une blague, parce que blague. moi, je ne défends pas le diesel, mais s'il y a un truc qu'on ne peut pas reprocher au diesel, c'est de réchauffer la planète. Le diesel, ça fait des particules fines. Mais donc, bon, il faut choisir. Donc, on nous a commencé à nous dire que c'était un impératif environnemental. C'est évidemment pas ça, c'est pour faire entrer d'argent dans le budget de l'État. Et maintenant, on nous dit, on va le faire porter sur certains et pas sur... on va le faire sur tout le monde, et puis ceux-là qui râlent, j'y avais pas pensé, donc on va pas leur faire appliquer. Tout ça n'a pas un objectif environnemental que là où c'est pas né. Ça peut avoir un objectif environnemental que là... Ça peut avoir... J'en commence ma phrase jusqu'à ce que je puisse la terminer, donc ce serait dommage que ça occupe toute l'émission. Ça peut avoir un objectif environnemental tout en rentrant dans les caisses de l'État. Il peut y avoir comme objectif environnemental que là où les gens n'ont pas besoin de leur voiture, par exemple les très très nombreux, plus de 2-3 millions de personnes qui utilisent leur voiture pour un déplacement domicile-travail de peu de kilomètres à l'intérieur d'une ville où il y a des transports en commun. Si ça les dissuade de prendre leur voiture, ça atteint un objectif environnemental. Donc c'est pas contradictoire. Sur ce chiffre, qu'un chiffre, pardon, sur la taxe, Carole, je voudrais juste donner un chiffre pour compléter ce que dit Olivier. Pardon. Sur la taxe, la TICPE, la taxe sur les 37 milliards, il y en a 7 milliards qui sont consacrés à la transition énergétique. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a deux façons d'être sur l'environnement. Oui, il y a directement en consacrant une partie du fruit et indirectement en développement, en incitant à prendre moins la voiture quand c'est pas nécessaire. Il y a 1 milliard sur le développement des transports. Donc, oui, mais moi, j'aimerais qu'on vous entende aussi sur la suite, parce qu'on va sur le côté aussi, le mouvement Gilets jaunes, ce 17 novembre et tout ça. Politiquement, qu'est-ce que ça représente ? Moi, ce qui me frappe surtout dans cette itinérance, parce que je rappelle quand même qu'on parle de tout ça, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron a annoncé des mesures ce matin sur Europe 1, mais les Français en parlent beaucoup, et ils en ont parlé à Macron, ou en tout cas ils essayent d'en parler au cours de son itinérance en principe mémoriel, uniquement prévu en principe à l'origine pour... Vous voulez dire qu'ils n'avaient pas prévu le coup à l'Élysée commémorer la paix à l'issue de la Grande Guerre. Bon. Très bien. La paix de 18 et pas la guerre de 14. Oui, absolument. Moi, il y a déjà quelque chose que je ne comprends pas, c'est cette manière de brouiller tous les messages à chaque fois. Et là, ça recommence, c'est-à-dire qu'il y avait cette itinérance prévue qui était, on l'a bien compris, aussi pour sa campagne européenne et pour développer l'idée de la paix. Et en quoi la paix est un argument qui devrait toujours aussi fonctionner parce que l'Europe est en crise aujourd'hui et que ça peut être dangereux. Et en même temps, il se sert de cette itinérance à la fois pour se réconcilier avec les élus locaux, moyennant quoi, hier, il était dans, je ne sais plus quel village, Épage, je crois, peut-être. Et en fait, il s'est enfermé pendant 1 heure ou 1 heure et demie avec des élus locaux, et les habitants qui l'attendaient ne l'ont pas vu, étaient très frustrés. Alors, il s'est rattrapé cet après-midi où il a passé mais si vous voulez, il y a quand même une règle. Quand on veut communiquer, il faut envoyer un message. Et là, il y en a 3 en même temps. Il y a la paix, les européennes, il y a le pouvoir d'achat, l'Europe... Vous êtes Brézé puissance 10. Dans le Macron bashing, vous écrasez Brézé, là. Non, parce qu'il ne rencontre pas les élus locaux. Qu'est-ce que c'est que ce jupitérien qui ne parle jamais des élus locaux ? Il rencontre les élus locaux. Qu'est-ce que c'est que ce type qui brouille les messages ? Non, je n'ai pas dit ça. Mais si, vous lui reprochez de rencontrer les élus locaux... Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai dit que c'était une erreur de faire tout en même temps. Et que la réconciliation avec les élus locaux, il a tout à fait raison de la faire. Bah oui. Le pouvoir d'achat et les carburants, ça sont invités dans l'histoire. C'est pas lui qui avait on finit par brouiller tous les messages. Enfin, quand des Français qui rencontrent, parce qu'il fait un bain de foule.
c'est mal ou c'est bien d'aller faire un bain de foule? C'est pas forcément mal. Non, c'est bien. Bon, quelqu'un l'interpelle sur les carburants. Il va lui répondre, allez vous faire voir, je suis là que pour parler de la guerre. Olivier, c'était pas... Les deux, mon capitaine. C'est le message ce matin d'Europe 1. Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine. Mais il n'avait pas le choix. Moi, là où je pense qu'il n'a pas voulu voir ce truc, il le voit trop tard. Et donc il communique sur un sujet A au moment où il est censé communiquer sur un sujet B. Oui, mais c'est parce qu'il n'a pas vu le sujet A. Un président de la République qui décide de faire une semaine de communication sur guerre, paix, Europe, etc. Et puis qui... Ne mélangeons pas. Faites bashing après bashing, parce que si vous faites tout en même temps, il ne comprend plus rien. Il décide de faire ça. Et puis, lui arrive dans la figure que ça monte, la grogne et le refus sur... il doit se taire et pas en parler parce que, c'est pas dans mon plan comme je vous réponds pas. Arrêtez, c'est fou de ramener tout à... Alors, on a connu Sarko-bashing, on a connu Hollande-bashing, et donc maintenant... Alors, attendez. Vous savez, quand ce que ressentent les Français, ce que peut ressentir un peuple, et la communion qu'un peuple peut avoir avec son président, ça, c'est factuel. C'est-à-dire que si c'était un président très populaire, et s'il avait une hyper grande cote dans les sondages, ça se saurait. C'est pas le cas. Donc c'est pas du Macron bashing, ça veut dire que les Français ne seront pas contents de la trajectoire qu'il a empruntée. Et ça, c'est un droit. On peut pas dire au peuple, vous êtes un mauvais peuple, à partir du moment où le président n'est pas apprécié. Non, mais si Macron bashing, c'est pas Macron bashing, c'est réforme bashing, c'est pas content bashing, parce que dans le porte-monnaie, ça va pas, le chômage ne se réduit pas, le logement, ça continue, les SDF n'ont pas baissé, etc. Le résultat fera un président aimé. Et tout le monde rêve. Il n'y a pas un Français qui ne rêve pas d'avoir un homme ou une femme qui demain remet la France debout, remet le plein emploi et remet du pouvoir d'achat dans les porte-monnaies. On a l'impression que les gens font exprès. Ils font exprès de... C'est quand même incroyable. Je voudrais ajouter une chose. Moi, je trouve ça très injuste de parler de bashing parce que les Français, d'abord et en premier, et également les médias, ont été quand même pendant une année entière assez attentifs, avec un attentisme assez bienveillant au début dans la géographie excessive. Non, ma thèse n'est pas du tout... Laissez-moi finir, mais est-ce que je peux finir? Bon, donc peut-être exagérément au début, mais en tout cas... il y a eu, un sentiment qui était celui, il faut le laisser faire, il faut attendre de voir ce que ça donne, et ça a duré quand même, je veux dire, tout le monde a soutenu la réforme de la SNCF, grosso modo, et c'est effectivement depuis avant l'été qu'il y a quelque chose qui s'enraye, parce qu'il a lui-même fait des erreurs et des fautes, et c'est quand même aussi le rôle des journalistes de le relever sans être forcément extrémiste ou acharné. Je ne voudrais pas qu'on se trompe. Évidemment que les Français ont... D'abord, tout le monde a tous les droits, et ensuite, les Français ont bien des motifs de mécontentement. Ma thèse, mon point de vue, certainement exagéré, faux, déformé, partial, tout ce que vous voulez, c'est que il y a toujours une exagération médiatique nourrie par l'obsession sondagère. Laissez-moi juste 3 phrases. Une exagération médiatique nourrie par l'obsession sondagère. Et donc, quand Macron démarre, c'est haut et que tout va bien, on y va trop fort dans l'enthousiasme pro-Macron. Et puis quand Macron est au fond du trou dans la popularité, je trouve qu'on y va trop systématique et trop fort dans la critique. C'est tout. Maintenant, c'est un point de vue et vous en pensez ce que vous voulez. Vous me fournissez une transition merveilleuse, Olivier, pour continuer avec Emmanuel Macron, mais sur un sujet qu'il a développé toujours ce matin sur Europe 1, sur le côté la réforme, ça rend impopulaire, mais je vais tenir. On l'écoute et puis on en parle. Le quotidien ne change pas assez vite. Je suis d'accord avec eux, mais je leur dis aussi... La voie que nous avons prise, c'est de transformer en profondeur le pays, et c'est pas simplement de traiter les effets, mais de s'attaquer aux causes. Et je pense que si d'aucuns qui m'avaient précédé là où je suis avaient regardé leur cote de popularité, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. Donc, dans ces moments qui sont marqués par l'angoisse, la peur, les changements profonds, il faut savoir tenir. Clémenceau, il y a 100 ans, disait cela. Il faut tenir jusqu'au dernier quart d'heure. Alexis, il faut savoir tenir, nous dit Emmanuel Macron, Clémenceau, il en fait trop sur ce plan? Il y a quelque chose d'absolument vrai dans ce qu'il dit. Je pense qu'il a absolument raison de dire que c'est quand ça va mal qu'il faut continuer, et notamment continuer les réformes. Mais ce qui me paraît terrible dans ce qui est en train d'arriver à Macron, comme à d'autres d'ailleurs, notamment je pense à Sarkozy, ce qui fait aujourd'hui ce mécontentement des Français, ce fait que les gens ne le considèrent plus comme avec ce regard bienveillant qui était réel au début, en tout cas pour l'opinion. C'est pas ce qu'il a fait,
c'est pas ces réformes que les gens lui reprochent. Finalement, on l'a dit, les retraites, la SNCF, ça s'est bien passé. À part les cheminots. Les cheminots n'étaient pas contents, mais enfin, en gros, ça s'est bien passé. Le code du travail, ça s'est bien passé. L'éducation, ce que dit Blanquer, en attendant de voir ce qui va faire vraiment Blanquer, est approuvé. Les retraites, si Macron va jusqu'au bout, je pense qu'il sera soutenu dans l'opinion. En tout cas, nous, au Figaro, et je pense qu'une large fraction de l'opinion continuera de soutenir. On le soutient toujours là-dessus, nous. Donc, de ce point de vue, les réformes sont soutenues, peut-être pas par tout le monde, évidemment. Il y a une partie de l'opinion vraiment de gauche qui ne pouvait pas voter pour ça. Mais enfin, il y a quand même plus d'une moitié, je pense, me semble-t-il, de Français, ou en tout cas, il n'y a pas plus d'une moitié de Français qui désapprouvent ces réformes. On veut vraiment être précis. Donc ce qui lui est reproché, c'est sa façon d'être, c'est des erreurs, c'est un sentiment qu'il donne de relation aux gens, c'est ces histoires de stupide décence, c'est des maladresses, de donner le sentiment d'être méprisant, d'être loin des gens, et de ne pas savoir y faire, de ne pas comprendre les gens. Voilà. Ouais. C'est ça qu'on lui reproche, pas les réformes. Et c'est pour ça que c'est dommage, parce que moi je pense que les réformes, pour l'essentiel, si on parle en tout cas du domaine économique, vont plutôt dans le bon sens. Mais sauf quand il dit je veux réformer le pays en profondeur et je veux transformer les choses. On n'a quand même pas de visibilité. C'est-à-dire quel monde nous voulons quand aujourd'hui les ambulanciers manifestent et qu'ils se retrouvent à devoir, ils ont une profession qui est mise à mal parce que les hôpitaux vont eux-mêmes décider de quelles ambulances on choisit. Il y a un certain nombre de pans de la société, c'est-à-dire que l'économie qu'il propose à la société, et Dieu sait si moi je suis une libérale, je ne suis pas du tout une gauchiste qui voudrait le collectivisme ou des choses comme ça, mais qui nous dit c'est quoi la vision qu'il a de la société? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut ubériser, il veut des start-upers partout, il veut que tout le monde entreprenne, il veut favoriser l'apprentissage, il veut des métiers beaucoup plus manuels à l'école, il veut le moins de bacheliers. Moi j'aimerais bien qu'on ait une vision, que ce soit clair. Voilà, que ce soit clair. Il dit transforme, parce que c'est facile, je réforme, mais on peut très bien réformer dans le mauvais sens. On n'a pas dit qu'il ne fallait pas réformer. Ce pays en a besoin. Où va-t-on? C'est quoi la France de Macron dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? Voilà. Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. Manque de clarté, manque de visibilité, Olivier Duhamel nous dit Zora Habitant. Alors, pardonnez-moi, vraiment, pardonnez-moi. Je suis absolument d'accord avec cette critique. Absolument. Ça doit être le micro. C'est le micro. Continuez. Tant qu'on ne dit pas que ça ne marche pas, on vous entend apparemment. Non, mais vous continuez. Vous continuez. C'est une manœuvre. Alors, de Brésil. On me coupe le là, micro. c'est ça. Censure, ça doit être ça. Carole, vous avez la parole en attendant qu'on répare le micro d'Olivier. Non, mais moi je suis tout à fait sur le manque de visibilité. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Parce que, voilà, on ne sait pas très bien où on va, on ne sait pas très bien ce que sera cette France de Macron. Il est perçu, et il l'avait d'ailleurs dit, que c'était un libéral. Est-ce que les Français sont d'accord pour le libéralisme économique, j'entends, pardon, dans tous les domaines? À voir. Et effectivement, si on y allait par des exemples concrets, comme vient d'en citer Zora Habitant, on y verrait peut-être plus clair, mais ça n'est pas le cas. M. Macron est persuadé que l'économie réglera un certain nombre de sujets sociétaux. Absolument. Ce qui est faux. Ce qui est faux et ce qui est faux. Olivier Duhamel, on ne vous a pas entendu. Et si, vous pouvez... Allez-y. C'est vrai. Vous êtes sûr? Parlez sans haine et sans crainte. Non, mais il n'était pas parti pour... Il y avait une deuxième critique possible qui était... Franchement, la comparaison avec Clémenceau, il faut tenir. Bon, ça va les chevilles, quoi. Je veux dire, il faut peut-être pas exagérer, non? Entre tenir. Arrêtez ce Macron bâché, Olivier. C'est odieux. Il aurait dit Deschanel, vous auriez dit mais c'est ridicule. Il dit Clémenceau, vous dites c'est trop. C'est jamais comme il faut avec Macron. Il était déjà d'accord avec moi, c'est déjà énorme. Je suis flatté. Alors, on va écouter toujours sur ce point, ou plutôt lire ce que disait Nicolas Sarkozy, qui a donné une interview au Point cette semaine. Regardez, les propos vont s'afficher. Voilà ce qu'il dit. Dans le fonctionnement actuel de nos démocraties, il est plus démocratique d'empêcher de faire que de faire. Les forces pour arrêter toute forme d'initiative sont plus grandes que celles mises au service de l'action. Ça vous inspire? Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais je pense que... C'est exactement la même chose. Le parallèle est plus contemporain. Je pense que de la même façon, Sarkozy a été rejeté d'abord, enfin il y a eu ce désamour, puis ce rejet, puis dans une partie de l'opinion cette détestation, non pas tant à cause de ce qu'il faisait, même si bon, un certain nombre de gens n'étaient pas d'accord, comment il se comportait, mais à cause de ce qu'il était ou qui donnait le sentiment d'être. Je pense que Macron est aujourd'hui victime,
comme Sarkozy, de lui-même. Donc vous pensez que comme Sarkozy, Macron est définitivement cuit? J'en sais rien, mais je pense que là, ça devient très dur. L'impopularité à ce niveau, elle est rattrapable, Alexis? Comment? L'impopularité à ce niveau, elle est rattrapable, on on dit. Jérôme Jaffray donne demain une interview dans le journal pour dire à ce niveau-là, c'est difficile. C'est vrai que là, c'est vrai que c'est non, mais c'est difficile, on est d'accord. La question, c'est pas. Personne dirait à ce niveau-là, c'est facile. La vraie question, j'adore Jérôme Jaffray. La vraie question, c'est vraiment de savoir si l'info est récupérable ou pas. Aujourd'hui, il aurait dit les gilets jaunes, des gens qui n'ont pas beaucoup de projets pour le pays, si ce n'est de le mettre à l'arrêt. Voilà, on se demande qui lui dicte ces phrases, mais c'était alors, pas justement, utile. Les gilets jaunes, je vous avais posé la question, Carole, parce que on sent quand même une petite gêne dans la classe politique pour savoir s'il faut rejoindre ou pas ce mouvement qui est derrière, Carole. Oui, c'est vrai que, par exemple, on sent que la droite, par exemple, n'est pas très, très à l'aise. C'est pas clair. Moi, je pense que dans ce que dit Sarkozy, là, sur empêcher de faire, c'est plus facile que de faire. Oui, bien sûr. toujours. Et notamment de la part des partis qui ne sont pas des partis de gouvernement. Maintenant, là où je pense que Sarkozy a tort, c'est que, et Macron d'ailleurs de la même manière, puisqu'il dit parfois un peu cette chose-là, c'est que quand les réformes sont bien préparées et qu'elles apparaissent comme justes, équitables, etc., elles passent. Bien sûr. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Bien sûr, mais les gilets jaunes, moi j'ai assisté au début, mais vraiment au tout début du lancement de cette initiative, je l'ai suivi sur les réseaux sociaux, parce que je suis très présente. Mais c'était 100% citoyen, il n'y avait absolument rien de politique. Et je pense que c'est absolument... c'est encore une fois infantiliser les Français, vouloir les récupérer, vouloir politiser. Ensuite, il y a eu des fakes lancés en disant c'est quelque chose de l'extrême droite, etc. En fait, l'extrême droite est servie un petit peu partout pour discréditer la moindre colère des Français. Mais finalement, c'est à force de faire ça et de ne pas reconnaître cette colère et la rendre légitime et crédible, on pousse les gens à devenir encore plus coléreux. Et donc Macron, il n'y arrivera pas s'il continue comme ça. On va terminer là-dessus. La question du jour qui était sur les annonces de ce matin, donc sur la compensation de la hausse du prix des carburants et de l'énergie en général, vous paraissent-elles suffisantes? 86% de nos internautes répondent non. C'est insuffisant. C'est notre deuxième thème maintenant, les élections aux États-Unis. Alors pour les résultats, il faudra attendre encore un peu. Mais déjà, on le sait, la campagne a montré une Amérique très divisée, presque irréconciliable. Des familles qui ne se parlent plus, m'a montré un reportage de notre envoyé spécial Laure Mandeville. Alors ce débat public très violent, c'est la marque de fabrique de Donald Trump, une recette qu'il avait déjà appliquée lors de l'élection en 2016 et qu'il a reprise pour les midterms. On le regarde, c'était hier lors de son dernier meeting dans l'Indiana. Democrats are inviting caravan after caravan of illegal aliens to pour into our country, overwhelming your schools, your hospitals, and your communities. If you want more caravans, if you want more crime, vote Democrat tomorrow. Et on va regarder maintenant ce que disait lui Barack Obama, son prédécesseur. C'était la veille, toujours dans l'Indiana. Because while they're trying to distract you with all this stuff, they're robbing you blind. They'll be like, look, 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 caravan, caravan. Then they're giving tax cuts to their billionaire friends. Look, 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 whatever the thing's scary. And then they're sabotaging your health care. You can't fall for it. Olivier Duhamel, vous regardez ça attentivement. Ça a atteint un point de non-retour ou c'est le jeu normal d'une campagne? Non, ça c'est sûrement pas le jeu normal d'une campagne. C'est le bascule dans un monde absolument sans rapport avec celui qui précédait, dans lequel, d'une part, le président des États-Unis décide de transformer lui-même des midterm elections en référendum pour ou contre sa personne et sa politique, ce qui est assez imprudent, parce que comme les midterms sont rarement favorables au pouvoir en place, s'il perd la majorité ne serait-ce que dans une des deux chambres, il aura perdu le référendum qu'il aura fabriqué lui-même. D'autre part, et surtout par une violence et une hystérisation du débat inouïe, je veux dire, mais c'est
personne n'aurait pu imaginer, même encore il y a quelques semaines, qu'il aille aussi loin de dire d'assimiler systématiquement le clandestin qui arrive à un criminel, comme on vient de l'entendre, ou de dire que si la caravane arrivait et y avait lancé des pierres, il fallait leur tirer dessus, il fallait que les soldats leur tirent dessus. Même Brésil n'a jamais envisagé ça en France. Enfin, pas encore. Pauvre Alexis. Encore, non, mais c'est pas... Vous répondez, Alexis? Dès qu'on voit plus de Macron, là, il se lâche, parce qu'il retrouve un peu d'air. Non, mais c'est un concept, juste pour comparer. C'est pas vous personnellement, c'est le concept de Brésil. En France, sur le sujet immigration, en France, personne ne va jusqu'à dire il faut qu'il y ait des soldats qui tirent à Vintimille quand les Italiens arrivent. Oui, non, mais c'est ce que lui dit. Je veux dire, c'était quand même invraisemblable. Le drame, pardon, allez-y. Ce qui me frappe, vous parliez tout à l'heure de Laurent Mandeville, qui est notre envoyé spécial aux États-Unis, qui a été longtemps correspondant, qui a fait une plongée dans l'Amérique profonde, avec notamment des podcasts. Alors, je ne sais pas si des podcasts passifs, actifs, mais tout à fait passionnants. Ce qu'elle remarque en allant parler aux gens, elle n'analyse pas les hommes politiques, les responsables politiques, elle va parler aux Américains profonds et voir. Le degré de détestation, de haine, y compris dans les familles, est inouï, et de part et d'autre. Un des grands enseignements de ces papiers, c'est que la haine des pro-Trump contre les anti-Trump et des anti-Trump contre les pro-Trump est d'égale intensité. Enfin, c'est de part et d'autre qu'il y a une espèce de fossé qui est en train de se creuser, d'où cette expression de guerre civile qu'elle emploie, qui pose tout un problème pour le fonctionnement même des institutions américaines. Parce que le principe des institutions américaines, c'est le principe de la possibilité pour un président et une chambre qui n'est pas de sa majorité, finalement, d'arriver à fonctionner ensemble. C'est le principe d'un régime présidentiel, c'est qu'un président et une majorité qui n'est pas de son bord travaillent ensemble. Mais comment demain, si effectivement la majorité au Congrès n'est pas dans le camp de Trump, comment est-ce que les uns et les autres pourraient arriver à travailler ensemble? Aujourd'hui, ça paraît absolument invraisemblable. Oui. Or, jusqu'à présent, les midterms ont toujours été des défaites pour les présidents, 33 fois sur 36, je crois, mais après, on arrivait toujours parce qu'on est américain et que finalement, on n'est pas d'accord sur tout, le président peut mettre son veto sur des choses, la Chambre peut essayer de le bloquer, mais grosso modo, on avance. Là, ça risque d'être le blocage complet. Ouais. La première partie, alors c'était notre question du jour hier sur le Figaro.fr, la première partie du mandat de Donald Trump, vous paraît-elle réussie? Nos internautes répondaient oui aux 2 tiers. Zora Habitant, c'est bien plus cette contradiction. Ce qui est désespérant quand on écoute Trump sur l'immigration, quand on voit le Brésil, quand on voit les propos qui sont tenus, moi à la limite, ces gens-là, ils existent parce que d'autres n'ont rien fait. Parce que d'autres ont échoué. C'est ça qui est dramatique. Et ceux qui ont échoué aujourd'hui sont incapables de nous expliquer comment on fait pour que ceux-là disparaissent. Et aujourd'hui, tout le monde a envie de se mettre à sa fenêtre et crier à bas le populisme, le fascisme, etc. Mais ça ne fait pas un projet de société. Ça ne nous protège pas. Ça ne nous protège pas d'un fascisme qui est aux portes partout. Mais ce fascisme, il est là pourquoi ? Parce que depuis des décennies, des gens corrompent, des gens volent, des gens mentent. Et les peuples désespérés, ok, on peut dire que c'est des mauvais peuples, ils y vont parce qu'il y a des gourous, c'est la vague. C'est la vague parce qu'on n'a plus rien à perdre. Et moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, au lieu de faire des tonnes et des tonnes sur ces types qui prennent le pouvoir et qui sont prêts à raconter les pires énormités pour attirer les gens, comment les autres nous sauvent d'eux ? Eh bien, on n'en entend pas un seul. Oui, mais nulle part. Le problème, c'est qu'on est. Je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire, mais le problème, c'est qu'on est toujours dans un piège dans ces cas-là. Parce que, bien entendu, si ces gens-là sont arrivés au pouvoir, c'est bien parce que d'autres ceux qui leur ont précédés ont échoué, mais gravement, très gravement. Bon, après, on est un peu obligé. Alors, voilà, quand on est démocrate. Même si on considère par exemple qu'Obama, en l'occurrence c'était Hillary Clinton, qui a été quand même très mauvaise dans sa campagne, qui avait au fond représenté les élites beaucoup plus que le peuple, et donc ils ont eu tort, mais en même temps, de toute façon quand on est démocrate, on est obligé de soutenir Obama, quel qu'ait pu être leur tort auparavant. Et donc on est toujours dans une espèce de spirale et de piège infernal. Rapportez ça en France. La colère des gilets jaunes, la colère des Français, c'est encore des méchants Français qui font du Macron-bashing et qui sont encore pas contents. Et bien qu'on continue comme ça. Non mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est toujours c'est toujours la faute du peuple. C'est ça qui est dangereux. C'est qu'à un moment donné, ça peut pas être toujours la faute du peuple.
Et le peuple, parfois, il peut aussi décider de choses qui sont très dangereuses. Et c'est ça qui est inquiétant. À ce moment-là, il faut les arrêter quand même. Oui, même s'ils ont eu raison dans leur raison, dans leur bien sûr, mais on motivation d'origine. On marche sur ses deux jambes, c'est clair. Quelques réactions sur ce sujet, parce qu'on avait un petit problème sur notre chat, mais qui est réparé apparemment. Alors, déjà sur la question Twitter sur ce thème, craignez-vous que l'Amérique se déchire à l'issue des midterms ? Vous êtes une majorité à penser que non, 62% à estimer que ça ne sera pas le cas. Monsieur Babineau nous dit sur le Figaro.fr, il y a toujours un grand appétit des électeurs démocrates lors de chaque vote. Trump risque gros. Ce qu'on évoquait tout à l'heure en disant que généralement l'élection de midterm c'est défavorable au président en place. Et il poursuit, sauf que là vous allez me dire, je termine juste sur ce point, un président est censé rassembler l'ensemble de son peuple, Trump fait tout le contraire, pas sûr que ça va payer sur le long terme, s'interroge M. Babineau. Quelqu'un me disait, sauf que là... oui, parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il ne joue pas les élections de midterms, comme le rappelait Alexis Brézé tout à l'heure, c'est-à-dire, voilà, on sait très bien que c'est jamais très bon pour le pouvoir en place. Non, il fait, au fond, Olivier Duhamel a parlé de référendum, on pourrait dire qu'il refait une deuxième élection présidentielle. Voilà. Donc ça hystérise le débat, cela dit, s'il perd, il aura perdu. Voilà. Donc ça va peut-être aussi calmer les choses, parce qu'il sera obligé de composer. Justement, la France, elle se comporte bien avec Donald Trump, au sens où Emmanuel Macron a adopté la bonne distance, Olivier Duhamel. C'est-à-dire la bonne distance. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué de trouver le ton juste ? Ce qui est compliqué, c'est que pour Trump, la France en particulier et l'Europe occidentale, la partie occidentale de l'Europe n'a aucun intérêt, ça ne l'intéresse plus. Ce qui est compliqué, c'est que dans la nouvelle vision géopolitique de Trump, ce qui compte, c'est l'ennemi principal, la Chine, baptisé d'ailleurs par des experts près de lui et même par le vice-président d'ennemi. C'est l'adversaire principal à côté, la Russie. Et c'est ce qu'il y a d'intéressant en Europe, c'est l'Europe orientale pour veiller à ce qu'elle continue à être opposée à la Russie, point barre. Et nous, on n'existe plus et on ne compte plus. Quantité négligeable. Donc, comment vous allez traiter votre allié historique quand il décide que vous n'avez plus aucun intérêt ? C'est en gros ça la question qui est posée. C'est pas exactement très très facile à résoudre. Et autant, ce qui est frappant, c'est que de la part de Macron, quoi qu'on en pense, juste dans l'analyse, autant il a décidé d'y aller de front et sans limite contre Salvini ou contre Orban, autant il ne fait absolument pas ça avec Trump. Non. Absolument pas. Donc il y a vraiment deux façons de traiter les, entre guillemets, populistes totalement différentes, probablement parce qu'il veut essayer de réintéresser l'Amérique à l'Europe occidentale. Alexis... Peut-être aussi que parce qu'il y a des élections européennes et que Macron est parti pendant des élections européennes et que donc c'est intéressant, pense-t-il, de créer ce clivage entre les populistes et les progressistes, d'insister là-dessus pour des raisons électorales françaises. À mon avis, il se trompe totalement, mais ça c'est un autre sujet. Et que, avec les États-Unis, son discours sur les États-Unis n'est plus un discours à usage politique intérieur. Tout le monde s'en fiche, il n'a pas de points à gagner. Donc la logique diplomatique reprend ses droits. Et quand on est président de la République française, on essaie de jouer sa carte comme on peut entre les grandes puissances. Et il n'a pas de raison. Il avait essayé d'abord de séduire Donald Trump, il s'est rendu compte que c'était quand même assez compliqué. Maintenant, il garde de distance prudente et il s'en mêle pas trop. Et à mon avis, il a raison. De toute façon, qu'est-ce qu'il va dire ? En quoi ça ne changera rien à la situation politique aux États-Unis et ça ne changera rien au regard des électeurs français, si ce n'est... Là, je rejoins ce que disait Zorbitan, c'est à trop condamner pour des raisons morales des choses qui se passent très loin, auxquelles d'ailleurs on regarde souvent avec nos propres lunettes et sans trop comprendre. Ça ne change rien à ce qui se passe sur place de toute façon, parce que l'électeur américain, il ne sait même pas où est la France. Il y a que des coups à prendre. Ça énerve les électeurs français, de quoi ils se mêlent, mais c'est plus, enfin, une fois de plus, oui, puisque c'est le diable, on va être pour lui. Voilà. C'est intéressant de dire, de voir ce que disent nos sondés. Je pense que l'opinion... une partie de l'opinion française se dit finalement ce Trump il n'est pas si mal, peut-être justement parce que tout le monde lui tape dessus. Ça devient maintenant, plus on tape sur les gens, plus les gens disent finalement il n'est pas si mal. C'est ça qui est dangereux. Et puis on n'en a pas parlé, mais il y a l'économie aussi qui marche. Et puis par ailleurs il se trouve que l'économie marche, mais c'est pas ça qui fait répondre les internautes français.
Oui et non, ils savent quand même que le chômage est au bas, que la croissance il y a des résultats quand même. Non, mais c'est vrai. Non, mais il peut se mettre en avant des résultats en les fouillant, on peut trouver des failles dans ces résultats, c'est pas le problème. Mais en tout cas, il est proche du plein emploi, etc. Et ça, les gens, ça fait la différence pour eux. Donc. Barnier nous dit aussi son élection, celle de Donald Trump, n'était pas une surprise compte tenu de l'opposition. Vous y avez fait allusion tout à l'heure, Carole, sur le fait que la campagne d'Hillary n'avait pas été très bonne. Il y a plus d'électeurs qui ont voté Trump par rejet de Clinton que d'électeurs qui ont voté Clinton par rejet de Trump. Non, que d'électeurs qui ont voté Clinton par rejet de Trump. Nous, on pense absolument que le rejet maximal, c'était Trump. C'est d'ailleurs comme ça que beaucoup de gens en France, la plupart des gens en France, n'ont pas vu venir Trump. Mais quand on a étudié les sondages post-électoraux, le vote par rejet, qui, vous savez, par les temps qui courent, est toujours plus fort que le vote par adhésion, il était plus fort chez les votes Trump, juste par rejet de Clinton que l'inverse. C'est étonnant. Alors, on va parler un petit peu d'Asia Bibi. C'était son acquittement la semaine dernière, mais elle reste emprisonnée au Pakistan. Asia Bibi, c'est donc cette ouvrière agricole chrétienne qui avait été condamnée pour blasphème. Son sort est toujours incertain. Le gouvernement pakistanais a signé un accord avec les islamistes qui lui interdit cet accord de quitter le pays. Sa famille est menacée. Elle demande de l'asile aux États-Unis ou à la Grande-Bretagne ou même au Canada. Alors, que peut faire la France dans ce dossier? Laurent Wauquiez, lui, veut que Paris mettre la pression sur Islamabad. Regardez. La parole de la France ne peut pas rester silencieuse. La France doit faire pression sur le gouvernement pakistanais pour qu'Asia Bibi soit remise en liberté et qu'elle puisse quitter avec sa famille le Pakistan où sa vie est en danger. Anne Hidalgo, maire de Paris, elle disait à l'AFP hier qu'elle voulait aussi une mobilisation internationale parce qu'elle craignait le pire pour Asia Bibi. Demain, on publie une tribune dans le Figaro, une tribune signée notamment du couple Badinter, de Luc Ferry, de Robert Edeker et de Pierre-André Taguieff et bien d'autres, pour dire il faut libérer Asia Bibi. Il y a qu'à Faucon, mais on peut faire quelque chose, Olivier Duhamel? Seule réserve près que je ne sais pas exactement ce que c'est qu'une parole silencieuse dans le propos de Wauquiez, qui est normalien, non? Il est normalien, par ailleurs. On s'attendait à ce que vous reliez. Agrégé d'histoire. Mais non, vous trouvez ça normal? Non, mais attendez. Vous êtes gonflé, Alexis. Vous défendez partout le parler. Allez, on va pas faire... faire... même Carole qui me l'a soufflé. Il nous reste, Olivier, il nous reste 5 minutes pour parler d'Asia Bibi. Mais qui ne raille pas quand on rétablit le français. 5 minutes pour parler d'un sujet. Il y a quand même des limites. Le sujet est un sujet extrêmement grave. Voyez le monde invraisemblable dans lequel on vit. On vient de passer d'un président des États-Unis qui dit que les soldats doivent tirer sur des migrants. Et là, on se retrouve avec un islamo-fascisme qui dépasse l'entendement quand même, dans lequel un islamo-fascisme populaire, c'est-à-dire des manifestations de masse pour condamner à mort quelqu'un qui a bu dans un puits, pour la condamner à mort, un gouvernement qui cède, l'appel au meurtre contre les juges, de la Cour suprême. Il y a eu deux hallucinant. Morts, deux personnes assassinées. Ouais. L'avocat obligé de quitter le pays, mais ça dépasse l'entendement dans la furie. Alors, Zora Bitan. Et l'ambassadeur néerlandais au Pakistan qui fait l'objet de menaces de mort. Donc il faut faire ce que vous faites. Il faut publier des tribunes dans le Figaro. Il faut en parler ici. Il faut agiter partout parce que quand même là, à ce degré de barbarie, c'est pas possible. Ce qui est quand même hallucinant, c'est que dans un pays musulman, une chrétienne dans un pays musulman qui boit de l'eau d'un puits se retrouve à avoir commis un acte de blasphème. Et donc, elle est condamnée à mort. En Autriche, une femme dit que le prophète est pédophile. Il y a la Commission européenne des droits de l'homme qui qualifie... La Cour oui. Européenne des droits de l'homme qui considère que c'est un délit de blasphème. Vous avez vu où on en est? C'est-à-dire que nos droits de l'homme vont nous tuer. Parce que dans un pays musulman, ils ne font pas de quartier. C'est-à-dire que pour eux, un chrétien, c'est un chrétien à abattre. Certes, ce n'est qu'au... C'est les impurs. Non, mais une manifestation populaire, c'est-à-dire que des millions de gens dehors, pour la faim, pour la pauvreté, il n'y a personne. C'est-à-dire que les conditions de vie au Pakistan, c'est pas non plus l'Eldorado. Il n'y a personne qui bouge. Pour une pauvre chrétienne, ils sont dehors. Et nous, les Occidentaux, quand on va mettre le délit de blasphème, mais on est chez les fous quand même. Oui. Enfin, moi, je trouverais pas. Alors, Alexis, et puis je préciserai ensuite effectivement l'allusion que vous faites à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais c'est évident que de mettre en rapport les deux, ça montre où en est l'Occident et où en sont d'autres. Alexis, sur ce point.
Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo absolument effrayante qui circule sur Twitter, enfin Internet, où on voit 3 petits Pakistanais de 7-8 ans, tout à fait petits garçons, bien méchants, gentils, qui jouent. Ils jouent avec une poupée et ils s'amusent à la pendre. Et la poupée, c'est Asia Bibi. Et le jeu des enfants, c'est de pendre Asia Bibi. Donc c'est quand même absolument effrayant. Et là, je ne veux pas dire rien original, tout ce qu'on peut faire, il faut le faire. Peut-être que ça... malgré tout, ça a quand même servi un petit peu. Oui, moi, je me souviens de l'époque, il y a 9 ans, quand elle avait été condamnée, il n'y avait pas grand monde qui s'en était mêlé et occupé. Anne Hidalgo, je dois le souligner, dès le début, parce que moi je me souviens d'être allé avec, à l'hôtel de ville de Paris. Elle a été faite citoyenne d'honneur de la ville. Accroché, on a fait un truc avec Figaro Magazine et tout ça, une banderole pour Asia Bibi, Bernard-Henri Lévy. Mais finalement, à l'époque, au tout début, c'est pas un sujet qui intéressait grand monde. Les chrétiens d'Orient, de manière générale, n'intéressaient pas ont été assez peu défendus. Et malgré tout, il y a quand même eu du tapage. Et ce tapage, sans doute, a fait que quand même, on l'a laissée en prison pendant 9 ans, mais on n'a pas osé la tuer pendant 9 ans, parce qu'elle était condamnée à mort. Il y a eu plusieurs instances qui sont revenues pour finalement arriver à cette décision-là. Donc je pense que, même si on a le sentiment que c'est un peu ridicule depuis Saint-Germain-des-Prés d'agiter les mains en disant liberté pour Asia Bibi, à la fin, malgré tout, ça peut quand même avoir un effet. Si ça pouvait avoir un effet, il faut quand même tenter le coup. Voilà. Mais vaut être ridicule en le faisant que pardonnable en ne faisant rien. Sur ce sujet, la France doit-elle faire plus pour permettre la libération d'Asia Bibi? Vous êtes 78% à dire que oui. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de paroles officielles. Alors c'est ce que, justement, le silence, l'un de nos internautes nous dit, le silence des autorités françaises concernant Asia Bibi est juste consternant. C'est de la diplomatie, c'est le Pakistan, c'est quoi? Mais le président est dans une itinérance mémorielle, où il dit que finalement, c'est l'occasion pour lui de parler avec les Français. Mais puisque dans cette itinérance, il parle de tout et qu'il s'autorise à parler de tout, et que c'est quand même un sujet extrêmement important et symbolique du point de vue des droits de l'homme, rien ne l'empêche. Qu'est-ce qu'il attend pour un mot? Un mot et il pourrait dire Bibi à la meilleure escient. Voilà. Non mais c'est dramatique, quoi. Moi ça m'effraie parce que je me dis, ce président sur ces questions-là, il est quand même extrêmement silencieux. On voit bien que... On a vu un certain nombre de nos responsables politiques, ministres, femmes, ça se mobiliser pour un certain nombre de causes féminines. Celle-là le mérite au moins autant. Voilà. Finiront par le faire, cela dit, mais c'est un peu tard. Non, mais vous vous rendez compte. Oui, mais poussons-les. Sur ce sujet toujours, nos internautes sont nombreux à réagir. Alors, Blueberry Cake, la France se moque complètement des chrétiens qui sont les plus massacrés dans le monde à cause de leur religion. C'est une honte. Et Jean qui dit, lui, je suis pour la libération, mais pas pour l'accueil d'Asia Bibi. Elle est anglophone et doit être accueillie dans un pays où elle pourra vivre. Là, il y en a qui ont l'obsession anti-immigrée poussée assez loin, là, quand même. Même une personne condamnée à mort abusivement, si maltraitée, si elle est anglophone, pas chez nous. C'est peut-être pas le sens de la réponse. Mais il y a que des hommes qui manifestent. Quand on voit, c'est terrifiant, quoi, avec des bâtons, avec des... Enfin bon, je me dis que cette haine extrême, poussée à l'extrême pour une femme, une seule femme, le monde entier devrait s'élever, quoi. Le monde entier. Et là, les autorités pakistanaises vont céder effectivement à la pression en parce qu'elle a été acquittée. Elle a été acquittée, elle devait... Mais en principe. Mais c'est ça qui est terrible, quoi. On en restera sur ce sujet-là pour ce soir. Et puis, merci beaucoup à tous les quatre. Merci à tous de nous avoir suivis. Et rendez-vous demain pour un nouveau point de vue. Et merci à Jérémy Pontieux qui nous a répercuté toutes vos questions.